Au sommaire ce soir, la déclaration des évêques français qui pour la première fois admettent que le préservatif peut être nécessaire pour lutter contre le sida, initiative en porte-à-faux avec le Vatican. Le plaidoyer d'Alain Juppé pour le respect du calendrier de la monnaie unique européenne après sa rencontre avec Helmut Kohl aujourd'hui à Bonn. Invité du journal Nicole Notas, secrétaire général de la CFDT, avec qui nous évoquerons bien sûr le climat social. Autre titre, la crise au PSG après 2 défaites consécutives et avant la diffusion tout à l'heure sur France 2 des victoires de la musique, nous recevrons l'un des invités surprises de cette grande cérémonie, le chanteur américain Ray Charles qui sort un nouvel album. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Église catholique de France a donc levé le tabou du préservatif, moyen de prévention contre le sida nécessaire mais insuffisant. Dans ce texte, les évêques français renouvellent leur mise en garde devant le risque de banalisation de l'acte sexuel. Bertrand Koch. Ce sont les membres de la commission des affaires sociales de l'épiscopat qui ont rendu public aujourd'hui ce texte sur le sida. Intitulé « La société en question », ce rapport clarifie la position de l'Église française quant à l'usage du préservatif. Pour la première fois, les évêques prennent acte de ce que des médecins compétents tiennent le préservatif pour le seul moyen de prévention de la maladie. À ce titre, juge l'épiscopat, il est nécessaire. De plus, l'Église reconnaît la généralisation de l'usage du préservatif. S'y opposer, écrit Monseigneur Rouet, expose l'Église à l'accusation d'œuvrer pour la mort. On ne peut pas réduire la question du sida, la question de la prévention et la question de l'estimation morale de cette réalité uniquement au préservatif. Lorsque un homme adulte, maître de sa sexualité, autant qu'on peut l'être, estime devoir en user, c'est son droit et c'est légitime. Maintenant, ça ne résout aucun des autres problèmes. Car si pour la première fois l'Église reconnaît officiellement la nécessité du préservatif, les évêques s'opposent toujours à l'idée d'une prévention individuelle. Le sida, disent-ils, est le produit d'une société. Penser qu'une généralisation du préservatif enlèvera tous les risques, c'est s'en tenir aux conséquences sans examiner les causes et les conditions de l'expansion du sida. La réponse est ici insuffisante. Alors que certains milieux intégristes continuent de parler du sida comme d'un châtiment de Dieu, le professeur Montagnier, l'un des découvreurs du virus, souligne que la prise de position de l'Église de France constitue une évolution importante. Pour l'instant, nous y reviendrons, le Vatican s'abstient de tout commentaire, mais la déclaration des évêques français peut sembler en porte-à-faux avec les prises de position répétées du pape sur la question. Marc Maisonneuve. Jean-Paul II divise, au moins sur la question de la contraception. Irlandaise, catholique, Sinéad O'Connor, chanteuse, est hostile aux déclarations du pape sur le préservatif. Hors de la fidélité ou de l'abstinence, point de salut. On doit préserver la famille comme un élément naturel et fondamental de la société. Le pape fait la sourde oreille. Même en Ouganda, là où le sida est un fléau, il s'obstine à vouloir faire entendre la doctrine de l'Église. Et quand parmi les voix discordantes s'élève celle de l'abbé Pierre, c'est prudemment, mais contre l'avis du chef de l'Église catholique. Nous sommes des pauvres êtres humains et nous commettons des fautes. Si dans ce domaine, il vous arrive un adultère, vous commettez la faute, n'ajoutez pas le crime à la faute. L'Église n'est pas une démocratie, clame la hiérarchie. Et quand les évêques de France parlent de la nécessité du préservatif pour éviter la mort, elle fait pression sur Rome. Le pape n'a jamais employé le mot préservatif. On peut le lui reprocher et lui rappeler qu'il a péché par omission, mais en fait, le pape aura la position des évêques. Le pape est un évêque parmi les évêques et la position de l'épiscopat français est quelque chose d'assez pesant, même en cour de Rome. Consciente que Rome pourrait prendre ombrage de cette nouvelle position, l'épiscopat organise au Débeauté à 18h30 une mise au point. Tant qu'il n'y aura pas un document romain contraire, je ne pense pas qu'on puisse dire que la conférence épiscopale parle dans un sens différent de celui de Rome. L'Église de France marque sa différence, même si officiellement il n'y a pas de divergence. La fille aînée de l'Église paraît se rapprocher de ses fidèles, qui n'étaient plus tout à fait ceux du pape, sur la question de la contraception. Je vous le disais il y a un instant, officiellement, le Vatican s'abstient ce soir de tout commentaire, mais notre correspondant à Rome, Alain de Chalvron, a pu recueillir certaines confidences.
Écoutez, le Vatican a l'habitude de se hâter lentement lorsque les choses sont graves, et les choses sont graves, on le reconnaît dans les milieux qui gravitent autour de la curie, on parle même de rébellion, entre guillemets, de l'Église de France. Vous savez qu'en effet, la position du Vatican, du pape sur cette question du sida est que seule la fidélité et la chasteté sont les remèdes face à ce fléau. Donc évidemment, l'Église de France, les évêques de France se sont mis en état de rébellion, toujours entre guillemets, en contradiction avec le pape. Cela dit, on admet aussi que les évêques de France n'ont fait que refléter ce qui se dit à la base. Il est évident qu'ils ont choisi dans ce cas ce que pensent de nombreux catholiques français, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître un certain mérite aux préservatifs dans la lutte contre le sida. Donc ils ont choisi la base face au centre romain. En raison du brouillard, carambolage particulièrement meurtrier sur une autoroute dans le nord de l'Italie, au moins 11 morts et plusieurs centaines de blessés. Commentaire Gilles Marinet. Dans l'immense carambolage, plusieurs voitures et camions achèvent de se consumer. Il est 8 heures ce matin. Sur l'autoroute Milan-Trieste, à hauteur de Vérone, 300 véhicules viennent d'entrer en collision. Surpris par un épais brouillard réduisant la visibilité à 20 mètres, ils se sont heurtés par vagues successives. De part et d'autre de l'autoroute, c'est le chaos. Voitures entassées les unes sur les autres, écrasées le long des glissières de sécurité, avec à bord des centaines de blessés qu'il faut secourir et souvent des incarcérés. De l'amas de tôle, les sauveteurs vont retirer 11 cadavres et plusieurs blessés graves qui seront évacués par des dizaines d'ambulances, les conditions météo ne permettant pas les opérations de secours héliportées. Dans le nord de l'Italie, où le brouillard se forme facilement en hiver, les carambolages sur les autoroutes sont assez fréquents. Mais les autorités dénoncent également la vitesse, véritable fléau national. Au Japon, les sauveteurs n'ont toujours pas réussi à déloger l'énorme bloc de roche qui s'est effondré samedi sur un tunnel routier de l'île d'Hokkaido, ensevelissant en vivant les 20 occupants d'un autocar. L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise d'heure en heure, d'autant qu'il fait là-bas entre moins 5 et moins 15 degrés. Jacques Cardoz. 250 kilos de dynamite, deuxième essai en 24 heures. Une charge encore insuffisante pour espérer déloger cet énorme bloc de roche. 50 000 tonnes de pierres et de boue qui se sont effondrées en quelques secondes samedi sur ce tunnel autoroutier. 2 véhicules, un autobus et une voiture particulière sont toujours ensevelis sous les décombres, 3 jours après cette catastrophe. 19 personnes étaient à bord de l'autocar dont on voit ici la partie avant. Des personnes âgées, 8 adolescents de 12 à 17 ans, tous devaient rejoindre un festival hivernal à Sapporo. La casquette et les gants du chauffeur, c'est tout ce que l'on a pu retrouver. Les sauveteurs n'ont pu dégager que les 2 entrées du tunnel, long de 1000 mètres. Ils préfèrent ne pas trop s'engager, craignant de provoquer de nouveaux éboulements. Des experts estiment qu'il faudra une semaine à ce rythme pour désincarcérer l'autobus. Alors les familles organisent des veillées la nuit et accusent le jour. Elles critiquent vivement l'action des secouristes et de la police. Ils ont réagi trop tard, ils jouent avec la dynamite et la montagne comme si c'était des jouets, disent ces familles. Elles espèrent encore qu'il y aura des survivants. 70 heures après cet éboulement, 70 heures passées dans un tunnel par moins 15 degrés. En France, ouverture devant la cour d'assises de Paris du procès de ce que l'on a appelé à l'époque la bavure des grandes carrières. En avril 93, un jeune Zaïrois de 17 ans, garde à vue pour un banal larcin, était abattu dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris par le policier qui l'interrogeait et qui est poursuivi par la justice pour homicide volontaire. À l'époque, ce meurtre avait provoqué de violentes manifestations. Compte rendu d'audience, Dominique Verdéon. Calme, digne, courageux mais déterminé, le père de Macomet prend place sur le banc des victimes. Face à lui alors, le box est encore vide. Pascal Compin ne souhaite pas être filmé. Dans la salle d'audience, 2 familles sont côte à côte, elles s'ignorent mais se respectent. Ensemble, elles veulent comprendre. Dehors, des jeunes portent un t-shirt en hommage à Macomet. Comme la famille, ils attendent que la justice se prononce. Je verrai après le verdict s'il y a une parodie, une vraie justice. Pour vous, le débat sur meurtre ou accident n'existe pas? Ah non, c'est un meurtre, délibéré. Pascal Compin tente lui-même alors de comprendre ce qui s'est passé. Le jeune était très agressif. Cette arme, dit-il, c'était ma force de dissuasion. Je n'ai pas vérifié si elle était chargée. Je ne le visais pas, le coup est parti dans un geste. Cette menace est-elle une habitude, demande le président de la cour d'assises. Non, cela ne se fait pas, c'est complètement aberrant, rétorque Compin. À aucun moment il n'a voulu tuer le jeune Beaumolet, ça c'est une évidence. La grande erreur c'est qu'il a pris son arme et que prenant son arme il a commis
une faute très grave. Plus étonnant encore est le portrait de Pascal Compin qui s'est dessiné cet après-midi. Si ses proches le jugent calme, non violent, enjoué et charmeur, c'est du côté de sa hiérarchie que Pascal Compin ne donnait pas entière satisfaction. Il n'a jamais démontré qu'il était un bon policier, écrivent ses supérieurs. Il était une charge dans le commissariat, peu fiable, peu ponctuel. L'accusé reconnaît lui-même que ce travail ne lui plaisait pas et qu'il avait été muté dans ce commissariat contre son gré. Pire, la notation de l'un de ses chefs a changé de direction de façon urgente. C'était en 90, 3 ans avant les faits. À Strasbourg, le Parlement européen a refusé cet après-midi, par 266 voix contre 61, de lever l'immunité parlementaire européenne de Bernard Tapie. Le Parlement avait été saisi par le juge marseillais Jean-Pierre Philippon pour l'affaire des comptes truqués de l'OM. Après avoir rencontré le chancelier allemand Helmut Kohl à Bonn, Alain Juppé a prôné la confiance et l'optimisme sur l'entrée en vigueur de la monnaie unique européenne dans le respect du calendrier et des procédures fixées par le traité de Maastricht. Commentaire de notre correspondant Jérôme Catala. Honneur militaire, revue des troupes et ciel pluvieux pour le premier déplacement à Bonn d'Alain Juppé en tant que chef du gouvernement. Une visite éclair d'un peu plus de 4 heures, presque de routine pour le couple franco-allemand. Le Premier ministre et le chancelier Kohl ont parlé de l'OTAN, de la Russie et surtout des problèmes économiques auxquels sont confrontés les deux pays, chômage en progression et croissance insuffisante. Enfin, en ce qui concerne la construction européenne, Alain Juppé a précisé une nouvelle fois qu'il restait ferme sur l'objectif de l'union économique et monétaire. Nous avons signé un traité, nous l'avons ratifié, nous avons pris des engagements. Ce traité prévoit un calendrier, des critères de convergence. Commencer à se demander ce qui pourrait se passer si on ne tenait pas ce calendrier et si on ne respectait pas ces critères est une très mauvaise solution. La meilleure façon de ne pas réussir quelque chose, c'est de commencer à se demander si on va le réussir. On va réussir. Bref, Alain Juppé refuse de se situer dans ce qu'il appelle une logique de l'échec. Selon lui, la France sera bien, dans les délais, au rendez-vous de la monnaie unique européenne. Le message se veut résolument optimiste pour rassurer l'Allemagne d'abord, mais aussi pour tenter de faire pièce à ceux qui, en France, prônent un assouplissement des fameux critères de Maastricht. La France et l'Allemagne sont actuellement confrontées au même problème, le chômage bien évidemment et le ralentissement de la croissance. Cela dit, chaque économie a ses particularités propres, comme en témoigne ce portrait croisé réalisé par Jean-Paul Chapelle et Patrick Deschmaker de 2 entreprises de chaque côté du Rhin. Joseph a toujours un œil sur la chaîne. Chef de poste, ici près de Mulhouse, il a acquis chez Lafarge en 20 ans de métier une spécialité, la plaque de plâtre qu'on fabrique ici au kilomètre. Aujourd'hui, Joseph gagne 13 000 francs par mois et il donne en prime des leçons aux Allemands. On est très souple, on s'adapte facilement, c'est ce qui fait un petit peu la particularité de cette usine. Il y a peut-être des usines en France qui font les plaques de plâtre, mais nous avons une souplesse qui est reconnue. Une expérience tellement reconnue que cette usine au sud de Berlin vient d'être montée exactement sur le modèle de Mulhouse. La ligne de production ne fonctionne pas encore, mais le chef de poste, lui, est déjà recruté. Oui, c'est vrai qu'il faut être flexible et avoir un peu l'esprit technique. Et avec ça, on se débrouille très bien ici. Jens ne gagne que 9 000 francs par mois, parce qu'il débute ici, parce que les impôts sont élevés et qu'ils sont directement retirés à la source sur sa feuille de paye. Mais à expérience égale, la main-d'œuvre allemande coûte en moyenne 30% plus cher que l'équivalent français. Nous allons compenser le fait que notre personnel est plus cher qu'ailleurs avec la productivité de notre usine. À Mulhouse, le patron français ne s'inquiète pas, persuadé de garder son avance technologique et ses qualités d'innovation. Donc on a une usine qui est plutôt spécialisée pour fabriquer les produits très techniques. Et notre usine allemande aura plutôt tendance à fabriquer les produits standards et courants. Et pour atteindre l'objectif, chacun son style. Pendant que Joseph profite de la pause café pour discuter des résultats de la chaîne et comment les améliorer, Jens, lui, organise déjà la cogestion à l'allemande. À peine embauché, il vient d'adhérer au syndicat. Dans un instant, nous évoquerons le climat social avec notre invité, Nicole Notat, secrétaire générale de la CDT, en direct du siège de ce syndicat, au lendemain de la semaine d'action revendicative menée par la CGT. Tout de suite, je vous propose de revenir sur l'un des thèmes chers à cette confédération, l'aménagement du temps de travail, avec la signature d'un accord original au sein de l'entreprise Potin. Reportage à Moulins, Laurent Bailly, Roger Mathurin. Moulins, c'est ça, une petite ville de 20 000 habitants,
baignée par l'Allier. Mais sur le plan économique, Moulins, c'est surtout la grande usine de construction de grues Potin, aujourd'hui sous la pluie. Près de 500 ouvriers travaillent sur ce site industriel. Des ouvriers déjà échaudés par 2 plans sociaux, mais qui viennent d'obtenir un accord pour éviter d'autres licenciements. En 4 ans, ils vont passer à 35 heures de travail hebdomadaire, sans réduction de salaire. Ils sont d'accord. Je trouve que c'est tout à fait bien. Ça permet d'éviter des licenciements. Bon, c'est une bonne chose. Mais bon, faut voir dans l'avenir ce que ça va donner, quoi. Vous en pensez quoi, vous, de l'accord? C'est une très bonne chose au point de vue des emplois, pour éviter les licenciements, déjà. Pas de licenciement, donc, et maintien du salaire, mais en échange, les futures augmentations seront très modestes. On demande aux salariés un effort en ce sens que en 96 et en 97, les augmentations générales de salaire seront limitées à 1%. Les négociations salariales ne sont pas terminées non plus. Elles vont reprendre en mars et nous ne nous satisfaisons absolument pas, notamment pour les plus bas salaires, de cette politique de rémunération. Et puis, 35 heures, c'est une moyenne. Les ouvriers devront être souples. Ce sera tantôt 33 heures, tantôt 39 heures par semaine. Ce qu'ils espèrent en tout cas, c'est que grâce à cet accord, Potin se remettra à embaucher quand l'orage économique sera passé. Comme promis, nous allons retrouver en direct du siège de la CFDT son secrétaire général, Nicole Notat. Nicole Notat, bonsoir. Marc Blondel de Force ouvrière déplore que le résultat de la semaine d'action de la CGT n'ait pas été bon. Est-ce que c'est aussi votre opinion ? Écoutez, moi je ne m'en réjouis pas parce que quand on appelle les salariés à l'action, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il y a assez de problèmes dans ce pays, celui du chômage, celui de l'exclusion, dont on sait que c'est ça qui crée tous les jours la peur de l'avenir, l'angoisse de s'engager. Alors l'action, il en faut. La mobilisation des salariés, il faut la garantir, mais autour et en direction de bons objectifs. Nous en avons 2 à la CFDT. La réduction du temps de travail pour vaincre le chômage, avec en priorité l'embauche des jeunes. 2 chercheurs viennent de rendre publique une étude sur les grèves de décembre dans le secteur public et pour eux, ce mouvement est aujourd'hui plus suspendu que terminé. Est-ce que c'est votre avis? Ces chercheurs disent que le secteur public regorge de bombes à retardement. Il y a des problèmes dans le secteur public, bien sûr. Les salariés sont inquiets sur leur avenir. Je pense à ceux de France Télécom, je pense aussi à la SNCF où le contrat de plan est à refaire. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas oublier les salariés du secteur privé, car c'est aussi là que le chômage peut être le lot du lendemain, qu'il y a l'angoisse la plus forte. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout en mettant en avant les questions et les préoccupations de l'avenir des secteurs publics, qui est fondamental par rapport à la cohésion de la société, par rapport à la spécificité auquel nous tenons des services publics dans notre société, il faut en même temps ne pas perdre de vue, je dirais presque comme une obsession de tous les jours, la lutte contre le chômage. Et c'est la raison pour laquelle, avec le CNPF en ce moment, dans toutes les professions, dans les entreprises publiques aussi, dans les fonctions publiques, eh bien la réduction du temps de travail, l'embauche des jeunes est à l'ordre du jour des négociations qui vont s'engager. Précisément sur la réduction du temps de travail, est-ce que vous avez des propositions extrêmement concrètes à faire et novatrices? Toutes les propositions qui sont susceptibles de créer de l'emploi, c'est-à-dire de libérer du temps pour les uns, ceux qui ont déjà du travail, pour en donner à d'autres, ce sont des bonnes propositions. Regardez l'accord qui a été signé le 6 septembre avec le patronat. C'est un accord qui permet à des salariés qui ont déjà cotisé 40 années de cotisation pour leur retraite, mais qui n'ont pas encore 60 ans, de pouvoir arrêter leur travail. Ils l'ont bien mérité. Mais en contrepartie, l'entreprise est obligée d'embaucher un jeune. Voilà une mesure de réduction du temps de travail intéressante. Nous en avons une autre proposition à faire au patronat pour une négociation que nous souhaitons la plus rapide possible. C'est que, là encore en fin de carrière, plutôt que de licencier, plutôt que de faire sortir les gens qui ont 55, 56, 57 ans de l'entreprise, proposons-leur de travailler à mi-temps avec une indemnité pour être payés, comme c'est le cas aujourd'hui, mais trop homéopathiquement, 80%. Eh bien, en
contrepartie, là encore, il dégage un mi-temps, 2 personnes s'en vont en mi-temps, on embauche un jeune dans l'entreprise. Voilà une autre mesure de réduction du temps de travail qui est, je dirais, tout solde positif net pour l'emploi. Nicole Notat, il y a actuellement une polémique sur le donnant-donnant entre l'État et le patronat, un allègement des charges sociales en échange d'embauche, notamment de jeunes. Alors comment faire respecter ce donnant-donnant? Selon vous, est-ce que c'est le patronat qui joue pas le jeu ou c'est le gouvernement qui s'y prend mal? Oh ben alors là, écoutez, ça fait 3 ans qu'on aurait dû... 3 ans, qu'est-ce que je dis? Ça fait 5 ans dont on aurait dû se rendre compte dans ce pays que les mesures qui consistaient à baisser les charges en espérant derrière qu'il y aurait des résultats pour l'emploi, cette logique, elle a fait la preuve de son inefficacité. Maintenant, tout le monde le sait. Alors, le patronat, il embauche, il empoche les allègements de charges, mais il n'y a pas de résultat sur l'emploi au bout. Donc moi, je ne vois qu'une seule solution, et c'est aussi une proposition que je fais au président du CNPF. C'est qu'on se mette autour d'une table et qu'on dise, messieurs les chefs d'entreprise, vous avez eu des allègements de charges et je sens le gouvernement qui est encore prêt, quoi qu'il en dise, en vous en donner d'autres. Eh bien moi je vous dis, on négocie. Ces allègements de charges que vous avez déjà eus, ces allègements de charges que vous pourriez encore avoir demain, quelle contrepartie, quels engagements vous prenez pour que ce bénéfice que vous faites, il soit affecté à quelque chose de positif, c'est-à-dire en priorité à l'emploi, à l'action contre le chômage, à l'emploi des jeunes. Une négociation sur ce sujet, pour ce qui nous concerne, nous y sommes prêts et c'est la vraie contrepartie. C'est le bon engagement qu'il faut demander au CNPF. Merci beaucoup Nicole Notat d'avoir été ce soir l'invité de la rédaction de France 2. À l'étranger, après l'attentat de Londres qui a fait 2 morts et une dizaine de blessés, toujours hospitalisés, le Premier ministre John Major a déclaré cet après-midi devant la Chambre des communes que son gouvernement n'aurait aucun contact avec le Sinn Féin, c'est-à-dire la branche politique de l'IRA, tant que le cessez-le-feu ne serait pas rétabli de façon permanente. D'autre part, le chef du gouvernement britannique a mis en garde contre le risque d'autres attentats. À Londres pour France 2, Bernard Lebrun. 2 hommes tués, 2 autres entre la vie et la mort à l'hôpital, 1,5 milliard de francs de dégâts, 43 blessés graves dont 3 officiers des mineurs de la police touchés en déplaçant ce camion de dépannage bourré d'une demi-tonne d'explosifs et quand même, beaucoup de bonne volonté. Tous les protagonistes de ce conflit vieux de 25 ans en ont convenu aujourd'hui. L'inventaire est lourd, mais il faut continuer le processus de paix. Seulement voilà, pas à n'importe quel prix. Au Parlement aujourd'hui, le Premier ministre en a fixé les limites acceptables. Madame la Présidente, le Sinn Féin doit décider s'il est une façade de l'IRA ou s'il est un parti politique démocratique, légitimé par l'urne et non par les bombes. En tout cas, une chose est sûre, en l'absence d'un nouveau cessez-le-feu, les rencontres entre les ministres britanniques et le Sinn Féin ne sont pas acceptables et n'auront pas lieu. Ceci est aussi la position du gouvernement de la République d'Irlande. Mais ma porte restera ouverte après ce nouveau cessez-le-feu, s'est empressé d'ajouter le Premier ministre en confirmant qu'il voulait aussi des délégués élus autour de la table, sans en faire désormais une condition rédhibitoire, et cela, c'est une ouverture. Pourquoi cet attentat maintenant? Parce que John Major avait imposé une étape électorale. Pourquoi cet attentat maintenant? Parce que les catholiques républicains en Irlande du Nord sont minoritaires et que ces élections, ils n'avaient aucune chance de les remporter. Après cet attentat, la peur et l'inquiétude sont revenues à Belfast, au théâtre aujourd'hui d'une impressionnante manifestation contre la violence. Manifestation très largement organisée par les femmes irlandaises, aussi bien catholiques que protestantes. Reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric, Bernie Merriot. La minute de silence commence maintenant. Pour cet hommage aux victimes de l'attentat de Londres, elles sont venues par milliers. Elles sont protestantes ou catholiques et elles ont choisi de manifester ensemble contre la violence. Mon fils avait 17 ans. Un jour, il est parti pour l'école et entre 2 cours, il est allé faire des jeux vidéo avec un copain. Là, un milicien loyaliste de l'UVF a mis son arme sur sa tempe et l'a tué. Il avait 17 ans, il était innocent. L'histoire de Maria McShane, c'est l'histoire de milliers de femmes d'Irlande du Nord.
La guerre civile a fait 3500 morts et plus de 30 000 blessés. Aujourd'hui, ensemble, elles cherchent une solution pour enterrer un cauchemar long de 25 ans. Vous pensez que vous êtes tout seul avec vos problèmes, mais en fait, on est tous dans le même bateau. C'est comme une condamnation à perpétuité. J'ai perdu quelque chose de très précieux, un charmant garçon de 17 ans. À la tribune, une femme a lu un poème. Il parlait de la mort et du terrorisme qui frappe aveuglément, toujours des innocents. Aujourd'hui, les femmes de Belfast ont voulu adresser un message aussi aux politiciens. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de bombes. Il faut instaurer le dialogue avec toutes les parties. Il y a ceux qui veulent être britanniques, il y a ceux qui veulent être irlandais. Mais les femmes, aujourd'hui, disaient, ce n'est pas une raison pour nous tuer et tuer nos enfants. En Algérie, le bilan de l'attentat à la voiture piégée qui a visé hier après-midi la maison de la presse de la capitale s'élève désormais officiellement à 18 morts et 52 blessés. Parmi les 18 victimes, le rédacteur en chef du quotidien indépendant Le Soir d'Algérie. En raison de cet attentat, 2 autres journaux n'ont pu paraître aujourd'hui. Thierry Tuillier. La rue déblayée et les secours partis, il reste cet amas de béton. C'était l'immeuble de la rédaction du Soir, la maison de la presse. Le bureau du rédacteur en chef et un peu plus loin, au bout du couloir, la salle de rédaction ont été en grande partie dévastées. Dans l'attentat, 3 journalistes ont trouvé la mort, les 15 autres victimes étaient des passants ou des voisins. La femme de ménage du quotidien qui habitait dans les locaux du Soir a eu beaucoup de chance. Elle et son fils étaient sortis lorsque la bombe a explosé. Je travaillais au Soir, dit-elle. Je connaissais les 3 journalistes tués, ils ont été déchiquetés. Trouvez-nous des solutions pour en sortir. Les journalistes présents aujourd'hui à la Maison de la Presse sont parvenus à boucler leurs éditions. Ceux qui ont tout perdu, trouvant refuge dans les colonnes des confrères, comme El Watan. Une page blanche barrée d'un bandeau noir en signe de deuil. Même meurtri, Le Soir a pu paraître. C'est sa réponse et celle de toute la presse algéroise aux poseurs de bombes. À Gaza, Yasser Arafat a prêté serment comme premier président élu palestinien 3 semaines après sa victoire écrasante avec 87% des suffrages. Le chef de l'OLP, la main droite posée sur le Coran, a promis, je cite, de préserver l'intégrité territoriale et de réaliser les ambitions et les aspirations du peuple palestinien. Cette cérémonie a eu lieu dans l'ancien siège du gouvernorat égyptien de Gaza, qui abritera désormais les sessions du Conseil palestinien élu en décembre dernier. Pour fêter son 50e anniversaire, l'ACM, l'Association for Computing, a organisé une partie d'échecs au sommet entre le champion du monde en titre, Garry Kasparov, et un super ordinateur d'IBM, Deep Blue. L'homme et la machine sont pour l'instant à égalité, une victoire chacun. Commentaire Patrice Ramonen. Face à face, 2 monstres. L'un, Kasparov, ne supporte pas la défaite. L'autre n'est pas vraiment conçu pour perdre. Cet ordinateur dispose en effet d'une base de données qui répertorie toutes les parties jouées au XXe siècle et Kasparov a juré de lui faire mordre la poussière. L'ordinateur, c'est 100 millions de coups secondes. C'est une force de calcul énorme, mais qui va se perdre puisque l'ordinateur va calculer mécaniquement des milliards de possibilités. Et de l'autre côté, nous avons un être humain qui est champion du monde depuis 10 ans, qui a une perception du jeu, une connaissance, une intelligence, une imagination. Il va d'instinct rayer 99% des coups que calcule l'ordinateur et se concentrer sur 1% et aller jusqu'au bout d'une stratégie. Les 200 témoins du duel le savent, pas question pour Kasparov de jouer au plus fin. Car contrairement à l'homme, l'ordinateur ne tolère pas la moindre gaffe, fût-elle volontaire. Absolument pas le droit à l'erreur, même volontairement. Il y avait un joueur qui était fantastique, qui s'appelait Lasker, au début du siècle, qui acceptait d'avoir une mauvaise position pour donner à son adversaire le sentiment d'être déjà gagnant et donc de ne plus trop regarder ce qui se passait sur l'échiquier. Contre un ordinateur, ça malheureusement on ne peut pas le faire. 5 heures et 45 minutes de jeu et hier Kasparov égalise 1 partout. Il lui reste désormais 4 parties pour imposer son intuition à la force de calcul de la machine, gagner son pari et empocher 2 millions de francs. Football, 3 jours après son revers monégasque, le PSG a enregistré hier soir sa 2e défaite en une semaine face à Montpellier. Désormais sous la menace directe d'Auxerre et surtout de Metz, le PSG est en proie au doute et au bord de la crise. Laurent Frédéric Bollet. Il y a des lendemains comme ça qui sont gris, ils font suite à une soirée noire.
À côté du Parc des Princes, au siège du PSG, l'atmosphère est depuis ce matin très lourde. Une défaite inexplicable et beaucoup de questions qui se posent pour les dirigeants. C'est une vraie ambiance de crise. Chacun son goût. C'était un cauchemar et un coup de massue. Et aujourd'hui, j'ai décidé de convoquer les joueurs à 19h au camp des loges avec Louis, avec le staff technique, pour essayer de comprendre pourquoi l'équipe est tombée si bas, si vite. Une réunion d'urgence donc en ce moment même à Saint-Germain-en-Laye avec Luis Fernandez pour tenter de comprendre un naufrage sportif et peut-être plus profond. Hier face à Montpellier, le PSG, leader du championnat, menait pourtant 2-0. Il ne restait que 15 minutes à jouer. Or, Montpellier réduit le score 60 secondes plus tard. À la rigueur, pourquoi pas? Luis Fernandez, sur la touche, mâche toujours son chewing-gum et ne modifie pas ses options défensives. L'équipe, elle, ne modifie pas sa façon de jouer. Moralité, en 2 minutes et en 2 contres, Montpellier revient et remporte le match 3-2. C'est la deuxième défaite du PSG en 4 jours. C'est surtout une série en cours de contre-performances et de choix tactiques discutés. Bref, il n'en faut pas plus pour inquiéter, vu les objectifs et les moyens du PSG. Je soutiens l'équipe, je soutiens les joueurs, je soutiens l'entraîneur. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais je serai à leur égard d'une exigence sans complaisance, comme je n'ai jamais été à partir d'aujourd'hui. Carton jaune à toute une équipe de la part de ses dirigeants. Une équipe qui est menacée au classement, il y a des matchs en retard et les victoires sont à 3 points. La prochaine échéance, c'est samedi à Strasbourg. La défaite y sera interdite pour le PSG. La grande quinzaine du blanc a commencé en Sierra Nevada, en Espagne. Isolde Kostner a offert ce matin à l'Italie sa première médaille d'or mondiale de ski alpin féminin, en remportant ce matin donc le Super G. Carole Montillet est 11e, Régine Cavagnou 25e et Nathalie Bouvier a raté une porte. Disparition du plus vieux des quelques 3000 poilus encore vivants, Bernard Delhomme, probablement le doyen des Français, est décédé à l'âge de 110 ans. Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité qui fêtera ses 121 ans le 21 février, quant à elle, va très bien. Elle vient même d'enregistrer un disque intitulé Maîtresse du temps. Nous la retrouverons peut-être l'année prochaine pour les victoires de la musique. La 11e cérémonie, c'est ce soir sur France 2, nous y reviendrons dans un instant. Parmi les invités prestigieux à cette occasion, dans la capitale française, la chanteuse américaine Tina Turner, décorée cet après-midi par le ministre de la Culture, Philippe Douste-Blazy, est fait donc chevalier dans l'ordre des arts et lettres. Autre Américain à Paris, Ray Charles, déjà décoré lui de la Légion d'honneur à l'époque de Jack Lang. Ray Charles qui sera l'un des invités surprises des Victoires de la musique tout à l'heure sur France 2 et qui est également à Paris pour présenter en avant-première son tout dernier album intitulé Strong Love Affair. 12 chansons autobiographiques qui ont demandé 5 ans de travail. Je vous propose, avant de retrouver Ray Charles, d'écouter quelques mesures de Say No More, une chanson composée par 2 Français dans la grande tradition, vous allez l'entendre, des ballades à la Ray Charles. Say no more, I think you never understand. I have refused to say and demand all my life. Say no more, in my book there can be no blame. When you pretend I have no shame, you'll have right. Voilà, cette chanson a été composée par 2 Français, Cocorico, Pierre Papadiamantis et Roddy Bird. L'album est produit par un Français, Cocorico, Jean-Pierre Gross. Ray Charles, bonsoir, vous êtes en direct du RIST. L'une de vos ex-femmes est également française. J'ai le sentiment qu'à Paris, vous ne devez pas vous sentir totalement dépaysé. Ah non, pas du tout. Je me sens tout à fait chez moi. Et c'est un plaisir de revenir, surtout après 6 ans, comme c'est le cas cette fois-ci. Alors vous venez à Paris présenter votre dernier album. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? 5 ans de travail et puis là aussi une partie enregistrée également en France.
Oui, 75% de la musique a été enregistrée en France pour ce morceau. On a enregistré les parties vocales à Los Angeles dans notre studio. En 1954, vous avez connu la renommée mondiale avec I Got a Woman. 59, What Did I Say a fait le tour du monde également. Vous avez 65 ans, vous faites énormément de concerts, vous avez toujours la pêche, comme on dit, vous avez toujours envie de chanter. Oh, that's my life. Mais c'est ma vie. C'est mon existence tout entière. C'est comme de respirer. Si on ne respire pas, on ne vit plus. Et si je ne faisais pas ce que je suis en train de faire et ce que je fais, je ne vivrais plus. Vous avez tapé dans le mille, c'est ma vie en plein. Alors vous allez tout à l'heure participer aux cérémonies des victoires de la musique, retransmises sur France 2. Est-ce que vous connaissez des chanteurs ou des chanteuses français ou françaises? Well, I'm not totally, I'm not thoroughly. Je suis pas vraiment très au courant, autant que j'aimerais l'être de la musique ou des chansons françaises, mais enfin j'en ai enregistré moi-même quelques-unes de chansons françaises. Et puis vous allez retrouver un de vos grands amis, Henri Salvador, à qui on va rendre un hommage ce soir. C'est quelqu'un que vous aimez bien, je crois, Henri Salvador. You got that right. Ah, là, vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes en plein dans l'axe. Voilà, merci beaucoup, Ray Charles. Nous vous retrouvons donc tout à l'heure en direct sur France 2 pour ces victoires de la musique. 20h50 donc, la chance aux chansons, nouvelle formule, avec donc ces victoires de la musique à la place de Pascal Sevran, Michel Drucker et Arthur, avec messieurs un plateau tout à fait prestigieux. C'est la fièvre du lundi soir. Oui, on avait préparé une chanson en duo tous les deux avec Arthur, mais elle n'est pas prête, Bruno, sinon on te l'aurait chantée. Les professionnels sont là, et ceux qui sont en compétition également, ils sont un petit peu tendus. Tout à fait, oui, nous aussi, enfin moi surtout. Oui, la salle du Palais des Congrès, Bruno, tu le sais, est une salle très impressionnante, pas seulement pour les artistes, mais également pour ceux qui présentent. Mais il y a plus de 4000 personnes qui vont venir assister aux victoires de la musique, plus les téléspectateurs. Ça fait beaucoup de monde devant l'émission ce soir, Michel. Et sur les 4000 personnes, il y a 3000 qui ont voté. Alors, du côté de Véronique Sanson, de Maxime Le Forestier, d'Alain Souchon, pour ne parler que des plus brillants représentants de la chanson française, on est un petit peu tendu parce que les artistes viennent, ceux qui sont en compétition, ils répètent sans savoir s'ils seraient et nous-mêmes, on ne connaît pas, Michel, les non. lauréats encore, et c'est un vrai suspense puisque nous avons parié de l'argent avec Michel, et celui qui gagnera invitera l'autorestaurant, et je n'ai pas dîné ce soir, vous avez compris, Bruno, mon message. Bruno, vous venez nous rejoindre après le journal? J'arrive tout de suite. Vous êtes un très bon rappeur devant l'Éternel. Voilà. Je crois qu'il y a un grand danseur, c'est quand même Bruno, et un grand chanteur. Si vous venez, il y aura un karaoké. Bien. Tout à l'heure, Bruno. À tout à l'heure. Donc 20h50, nous allons rester dans la musique dite classique, avec le final en apothéose des festivités du bicentenaire du Conservatoire de Paris. Ce soir au Zénith, où 850 exécutants, 600 chanteurs et 250 musiciens donnent le Te Deum d'Hector Berlioz sous la direction de Sir Colin Davis, la référence absolue en la matière. Reportage Bruno Albin, Céline Remlinger. Berlioz est vraiment au Zénith, avec un Te Deum de rêve et un chef d'orchestre heureux. Dans le temple parisien de la pop music, 170 élèves musiciens et près de 700 choristes amateurs célèbrent ce soir les 200 ans du Conservatoire de Paris. Ils ont une sonorité extraordinaire, belle, ronde, énergique. Que peut-on demander d'autre? Je suis ravi, surtout quand les enfants chantent comme à un match de football. Ces jeunes, déjà des musiciens accomplis, mais encore timides face au chef-d'œuvre. Posez vos instruments, leur dit le chef, et chantez. Quand on chante, tout devient naturel. Ensuite, si on joue comme on chante, il n'y a plus moyen de se tromper.
C'est simple, c'est très simple. Je sais pas, il a le coup. On n'imaginait pas ça, quoi. Pas un tel... aussi grandiose, quoi. Berlioz, l'enfant terrible de la musique française, est ce soir le roi de la fête. Il a eu du génie, soupire Colin Davis. Les autres n'avaient que du talent. Un peu avant minuit, le dernier journal en compagnie de Philippe Lefebvre. Bonne fête au Félix. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet avec un mardi particulièrement maussade, notamment sur le nord-est. Excellente soirée. Merci. Bonsoir. Vous avez toute la nuit pour vous mettre au goût du jour. Arthur et Michel Drucker présentent les 11e victoires de la musique. A tout de suite. Sport de Troyes. Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Et Peugeot 306 Eden Park, partenaire du 15 de France, à la rencontre du rugby. On se ressaisit. Avec Didier Camberavero maintenant qui est échappé au plaquage de deux Irlandais qui arrivent dans les 22 mètres, qui peut donner un tel essai. Essai de Franck Ménel. Magnifique action de Didier Camberavero. Regardez Didier Camberavero dans ses œuvres, le coup d'arrêt qu'il fallait, il passe les bras et c'est suffisant pour que Franck Ménel se saisisse de la balle et avec son physique vienne derrière la butte, la barre. La Saint-Valentin, c'est la fête du parfum. Vous connaissez Simba, le héros du film Le Roi Lion. Disney vous présente aujourd'hui la nouvelle collection Le Roi Lion. Une cassette de musique, d'histoire et de jeux, plus un fascicule qui va tout apprendre à vos enfants sur la vie des animaux en Afrique et leur faire découvrir les merveilles de la nature. Je suis une merveille. Des coloriages, des jeux et des activités passionnantes qui développeront leur créativité, comme ce masque de hyène. Ne manquez pas l'offre de lancement du Roi Lion, le numéro 1 cassette, fascicule, autocollant et tableau collecteur pour 7,50 francs seulement chez votre marchand de journaux. Qui peut se taire devant ce camembert? À vue de nez, châtelain, tu m'interpelles. On te dit raffiné, il fallait dire sensuel. Ah non, c'est trop peu. On parle de ta force et l'on oublie moelleux. Mais du pain marron et que ça saute. Le châtelain, goûtez, vous comprendrez. La Ford Escort a changé. Air conditionné pour le réveiller. Airbag Ford et direction assistée de série pour être tranquille. Souplesse des motorisations et nouvelles suspensions pour ne pas perdre de temps. La Ford Escort a changé et ça change tout. Simples fantaisistes ou vrais rebelles, ils dorment dans des cercueils ou s'habillent comme Louis XIV. Mais leur imagination et leur délire nous empêchent parfois de sombrer dans le conformisme. Poil à gratter de toujours, boîte à idées, les excentriques sont-ils forcément égoïstes ou militent-ils pour faire bouger la société? Excentrique, fantaisie ou rébellion, ça se discute avec Jean-Luc Delarue, mardi soir sur France 2. Demain soir sur France 3, les nouveaux venus envahissent la piste du 3e cirque Arlette Gruss. Lama, girafe, équilibriste insensé, une petite révolution sous chapiteau dont la famille Gruss tient la recette secrète. Du grand, du beau et même du gros spectacle. Demain 20h50, le 3e cirque Arlette Gruss, par amour pour les animaux sur France 3.
La Saint-Valentin, c'est la fête du parfum. Bob Timber, toujours lanceur de tronc. Je m'entraîne actuellement au lancer de baobab. Tout est dans la technique et dans le Mac Timber. Sans fromage, je suis un gringalet. L'hiver est là. Mac Timber revient chez McDonald's avec ses fameux fromages fondus. On entend dire partout que toutes les voitures se ressemblent. Permettez-moi de souffrir. Regardez cette Berline Rover 620 SI Luxe, traction avant, barre de protection latérale, jantes alliage, 4 freins à disque avec ABS. Passons au salon. Rétroviseur réglable et dégivrable électriquement, coussin gonflable de sécurité conducteur, volant réglable, air conditionné, véritable ronce de noyer, toit ouvrant électrique avec store, assise des sièges en cuir, siège conducteur réglable électriquement, banquette arrière qui sait se montrer utile, et un coffre lui aussi très confortable. Incroyable, n'est-il pas? Votre dame nous a appelés, il paraît que vous parlez tout seul. Mais je parle pas tout seul, je parle à des millions de téléspectateurs là. Et puis moi je suis le prince charmant, et puis lui c'est le petit pousset. Alors un petit peu de repos et ça ira mieux, hein. Allez. Il faut que je parle du 3615 Rover là, vous savez, pour essayer la voiture. Oui, 3615 Rover, allez. Mais vous devriez l'essayer. Ah, ben tu vas essayer notre ambulance. Je vous assure, elle se conduit Pour faire ses premiers pas dans la vie, Valvert loue à l'état sauvage. Voilà le parc. Excusez-moi les gars, un petit appel sur ma messagerie vocale. Oh, écoute-le lui, un petit appel sur ma messagerie vocale. Ça marche les affaires Bernard, hein? C'est quoi là? Il écoute les infos. Eh oui, bonjour madame, c'est le plombier. Ah oui, déjà, oui. Et vous êtes où là? Ah, j'arrive dans 5 minutes. 5 minutes, il y va en hélicoptère. Un électricien? Ah, j'en connais un bon même, mais je sais pas s'il peut. Tu peux? Non, tu peux pas. Itinéris lance 4 formules d'abonnement pour que chacun ait sa façon d'aller plus loin. Pour choisir la vôtre, appelez-nous. Bonsoir. Des pointes à 137 km à l'heure, c'est la vitesse du vent enregistrée ce matin à Châteaudun dans l'Eure-et-Loire. Alors demain, les vents seront moins violents, mais la journée promet tout de même d'être maussade, car l'anticyclone s'est replié sur les Açores pour laisser la place à un flux d'ouest perturbé, associé à cette belle dépression qui circule actuellement entre l'Angleterre et la Belgique. Un front froid actif a traversé le pays. Il va s'évacuer cette nuit en donnant de la neige sur les hauteurs, donc prudence, attention aux avalanches. Et puis à l'arrière se dessine déjà un nouvel épisode pluvieux avec donc des averses en perspective. Une journée, je vous l'ai dit, plutôt maussade. En attendant, revenons sur les assauts subis aujourd'hui par ce front froid des plus actifs, des averses de pluie, de grêle, de pluie et de neige mêlée, du vent. Tout cela va donc s'évacuer pendant la nuit. Et puis demain, on n'en parlera plus. Oui, mais attention, nous allons subir les retours occasionnés par ces nouvelles masses nuageuses. Nous allons passer en flux de nord avec cette petite bise qui promet d'être des plus antipathiques. Le ciel restera couvert sur le nord-est avec de la pluie localement orageuse. Plus au sud, peut-être quelques éclaircies ainsi que de la neige à partir de 600 mètres sur l'ouest. Là, les éclaircies devraient s'avérer un peu plus généreuses, les averses plus isolées. Les Pyrénées et le Massif central resteront bouchés avec là encore de la neige. Quant au littoral méditerranéen, eh bien, le soleil devrait faire de belles apparitions avec toutefois du vent à 80 km à l'heure. Les températures demain matin seront à peu près stationnaires avec des valeurs comprises entre 1 et 4 degrés au nord, ça sera le maximum, tandis qu'il fera déjà 8 à 9 degrés autour de la Méditerranée. Dans l'après-midi, eh bien, le temps restera variable sur toute la moitié ouest avec de temps à autre quelques gouttes de pluie, toujours du vent en bordure des côtes, un ciel qui reste couvert sur les Pyrénées avec de la neige et puis notre front, eh bien, il va progresser en direction de l'est avec une limite pluie-neige qui va s'abaisser à 400 mètres et c'est sur le nord-est que le temps sera le plus maussade. Nous allons y revenir, nous allons voir cela en détail avec donc sur le nord-est un ciel couvert, un ciel pluvieux, un ciel neigeux, des températures plutôt fraîches, du vent donc qui confirmera cette impression de fraîcheur et puis plus à l'ouest tout de même un après-midi un peu moins maussade. Les températures prévues demain après-midi seront en baisse, elles seront comprises entre 2 et 8 degrés au nord tandis qu'il fera déjà 13 à 14 degrés autour de la Méditerranée, le maximum de 17, ce sera pour la Corse. Et maintenant, un clin d'œil montagneux. Nous partons pour Vars, dans les Hautes-Alpes, sur la piste de kilomètres lancés, qui sera cette année encore le théâtre de la nouvelle édition de la Bike Speed, que l'on appelle aussi 3V, Vars Vélo Vitesse.
C'est une compétition de VTT de vitesse sur neige dans laquelle vont s'affronter les pilotes les plus rapides de la discipline. Les essais ont commencé ce matin et malgré des conditions météo défavorables, une Italienne a atteint la vitesse de 116 km/h. On espère cette année franchir le seuil mythique des 200 km/h. En tout cas, bonne chance à tous et merci à Beau comme une image. Demain, nous serons le mardi 13 février, nous fêterons Sainte Béatrice. Nous gagnerons 3 minutes de soleil et je vous retrouverai demain matin en Télématin, 7h-5. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Darty, le contrat de confiance. Mon prénom de baptême? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu t'approches pas, t'es gentil. C'est rare de te voir sur un escabeau. Oh, tu touches pas les pieds de cet escabeau, je t'en supplie. Mais j'avais jamais remarqué qu'elle était cassée, cette ampoule. Elle était pas cassée. Oh, puis arrête de filmer, ça me trouble. Et ça t'embête si je te demande pourquoi tu changes une ampoule qui marche? Parce que j'aime pas monter sur les escabeaux. Bon d'accord, je t'explique. Tu vois cette ampoule? Elle a une forme rigolote. Elle dure 10 fois plus longtemps qu'une ampoule ordinaire. Donc moi, je vais te dire, je monte 10 fois moins souvent sur l'escalier. Et en plus, elle consomme 80% d'énergie en moins. C'est Philips qui a trouvé ça. Ça s'appelle une écotone. Rien que sur cette ampoule, j'économise plus de 500 francs. Ça aide à faire passer le vertige. C'est génial les courses en fait. Regarde là-bas, tes ampoules rigolotes. Il y en a plein. Oui, attends, je reviens. Ça, monsieur, c'est des ampoules qui durent 10 fois plus longtemps et qui consomment drôlement moins. C'est des Philips. Mon père, il en a mis une à la maison. Une seule? Et pourtant, tu peux en remettre sur n'importe quelle lampe. Il en existe à vis, à baïonnette, des rondes, des petites, des longues, des pour l'extérieur. Vous travaillez chez Philips? Non, mais j'ai une facture d'électricité tous les mois. Et tu sais quoi? Quand je suis pas là, je laisse la lumière allumée partout, même dans le jardin. Comme ça, on croit qu'il y a toujours quelqu'un et ça me coûte 3 fois rien. Pas bête. T'exagères, toi? Hé! Oh! Oh, le monstre! Et la lumière? Maman, elle a pas éteint la lumière! Arrête d'embêter ta sœur, c'est toi qui les voulais, ces ampoules. Eh bien, c'est une très bonne idée. Alors laisse-la dormir et va retrouver ton copain. Alors là, c'est vraiment pas juste. Des fois, c'est nul d'être l'aîné. Matt, c'est dingue. Quoi? Ces nouvelles ampoules. Bah quoi? Attends. 10 000 heures par ampoule. Si je compte 3000 mégawatts en moyenne par centrale. Écoute ça. Si tout le monde utilisait ces ampoules Philips, sur la base de 10 ampoules de 20 watts par maison, on économiserait l'équivalent de l'énergie produite par 5,867 centrales nucléaires. Environ. T'as trouvé ça tout seul? Bah oui. Matt, c'est une vraie lumière. Bon, récapitulons. Sur une ampoule à économie d'énergie Ecotone Philips de 20 watts, vous économisez plus de 500 francs. En fait, vous pouvez économiser plein d'argent chez vous. Et pour savoir combien, appelez le 05 30 30 05. Finalement, c'est pas si difficile de faire que les choses aillent mieux. Derrière cette étiquette se cache un vrai bon poulet. Un poulet fermier comme on le sert depuis toujours dans les Landes. Le poulet fermier Saint-Sevé. Saint-Sevé, le poulet de grande origine. Ah, le fax du labo. Vos analyses sont arrivées. Tout va pour le mieux. Chez Sagem, on a donc eu l'idée de faire un téléphone fax à papier normal, à papier plat. Sagem, nos concurrents ne peuvent pas penser à tout. Tous les sports, toutes les courses, résultats, analyses et commentaires au 36 68 20 02.
Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce lundi est marquée par une prise de position de l'épiscopat français qui, pour la première fois, nomme les choses et juge nécessaire l'usage du préservatif contre le sida. On est donc loin de la parole de Jean-Paul II qui disait en Ouganda en 1993 que la chasteté est l'unique manière sûre et vertueuse de mettre fin à l'épidémie. Cela dit, ce document entérine une position déjà prise par de nombreux chrétiens en France et dans le monde confrontés à cette maladie du temps. Exemple, cette religieuse, médecin et missionnaire en Côte d'Ivoire, interrogé il y a quelques mois par Jean-Daniel Flézaquier. Quand vous avez, par exemple, dans votre consultation des gens séropositifs, vous leur parlez du préservatif? Ah, bien sûr, ça c'est l'unique moyen que nous avons pour la prévention. Nous allons les obliger à utiliser les préservatifs et à ces personnes-là, nous allons donner le matériel nous-mêmes pour avoir l'assurance et qu'ils puissent avoir les moyens pour se protéger. Mais votre conscience de médecin est en accord avec votre conscience de femme d'église? Devant Dieu, je me sens en paix. Ce document marque une évolution importante de la position de l'Église de France, mais on notera qu'il est intitulé « La société en question » et que sous ce titre, l'épiscopat envisage la crise morale et le désarroi collectif qui font écho au sida. Stéphane Nubin. Sida, la société en question. C'est le rapport de l'épiscopat français. Une phrase du rapport: les médecins affirment que le préservatif est le seul moyen fiable de prévention contre le sida. Il est donc nécessaire. Et c'est la première fois que l'épiscopat se rallie officiellement à la position des médecins. Le préservatif est donc maintenant considéré comme nécessaire, mais il reste encore insuffisant. On ne peut pas réduire la question du sida, la question de la prévention et la question de l'estimation morale de cette réalité uniquement au préservatif. Lorsque un homme adulte, maître de sa sexualité, autant qu'on peut l'être, estime devoir en user, c'est son droit et c'est légitime. Maintenant, ça ne résout aucun des autres problèmes. Et les problèmes liés à la propagation du sida sont nombreux, par exemple ici, en Ouganda. Le pape y est venu en 1993 pour rappeler deux nécessités, la fidélité et l'abstinence. On doit préserver la famille comme un élément naturel et fondamental de la société. Et même en Afrique donc, où le sida est un fléau, le pape s'est toujours refusé à évoquer le préservatif. Le pape n'a jamais employé le mot préservatif. On peut le lui reprocher et lui rappeler qu'il a péché par omission, mais en fait, le pape aura la position des évêques. Le pape est un évêque parmi les évêques et la position de l'épiscopat français est quelque chose d'assez pesant, même en cour de Rome. D'un côté donc, il y aurait l'Église catholique de France qui lève le tabou du préservatif, et de l'autre, il y aurait Rome. S'agit-il d'une divergence? En tout cas, le Vatican précise qu'il n'a aucun commentaire à faire sur le rapport. À l'étranger, la Bosnie, la communauté internationale, d'abord impuissante à empêcher les crimes de guerre en Bosnie, semble aujourd'hui bien déterminée à les juger. Un général et un colonel serbes arrêtés en Bosnie ont été transférés dans la soirée par les forces de l'OTAN à La Haye, aux Pays-Bas, pour y être entendus, peut-être jugés par le tribunal pénal international. Anne Gauthier. Ces deux hommes, menottes au poing et tête baissée, qui portent des gilets pare-balles et des casques, sont probablement les deux officiers serbes extradés. Ils ont été extraits de la maison centrale de Sarajevo par des soldats français de l'IFOR pour être conduits à bord d'un avion en partance pour La Haye. Une information confirmée par le Premier ministre bosniaque. Le tribunal pénal a décidé d'emmener deux officiers, le général Djukic et le colonel Kmanovic, pour de nouvelles poursuites à La Haye. Nous étions d'accord, c'est pourquoi nous les avons extradés. Les deux officiers avaient été arrêtés le 30 janvier dernier sur cette route par la police bosniaque. Tout récemment, le tribunal pénal de La Haye, qui enquête sur les criminels de guerre, avait demandé de maintenir leur détention. En effet, l'un d'entre eux, le général Djukic, que vous voyez sur ces images, est connu pour être un proche du général Ratko Mladic, actuellement toujours recherché. Ce soir, l'OTAN a confirmé le transfèrement judiciaire des deux officiers vers les Pays-Bas. Le général Djukic et le colonel Kmanovic vont rejoindre dans ce box Duško Talić, le seul prisonnier que détenait jusqu'ici le tribunal de La Haye.
Après l'attentat de vendredi dernier à Londres, le Premier ministre britannique est intervenu ce soir de manière tout à fait exceptionnelle à la télévision, après l'avoir fait cet après-midi aux communes, pour affirmer que la recherche de la paix en Ulster se poursuivait avec un esprit ouvert, ajoutant que l'IRA ne pourrait s'assurer une place à la table des négociations par les bombes. Cela dit, le Premier ministre britannique fait aussi quelques concessions. France de Londres, Bernard Lebrun. 5 minutes avant le journal, sur la première chaîne de service public, pour la 4e fois seulement en 6 ans de pouvoir, le Premier ministre s'est adressé aux 60 millions de Britanniques et plus spécialement aux 1,5 million d'habitants d'Ulster. Vendredi soir, à 7h01, l'IRA a trahi sa parole. Ils ont anéanti les promesses, mais ils ne pourront jamais ébranler ma détermination d'une juste et durable solution pour l'Irlande du Nord. La paix ne doit pas rester un rêve. En fin d'après-midi, au Parlement, il a exclu le Sinn Féin, la branche politique de l'IRA, de tout pourparler, à moins que... Une chose est sûre, en l'absence d'un nouveau cessez-le-feu, les rencontres entre les ministres britanniques et le Sinn Féin ne sont pas acceptables et n'auront pas lieu. À Belfast, malgré le geste d'ouverture du Premier ministre de ne pas faire des élections une condition suspensive aux négociations, Gerry Adams s'est avoué déçu. Quelle action pour le dialogue? Quelle proposition pour faire avancer les choses? C'est ce dont nous avons besoin maintenant et c'est ce qui nous a manqué ces derniers 18 mois. À moins que John Major demeure un partenaire à la hauteur, tout est foutu. Résultat, c'est l'impasse, le bras de fer. Et ce soir, le plus grand pessimisme demeure, à tel point que John Major a pris les devants, mettant en garde ses députés contre une nouvelle vague d'attentats possible. Algérie, les quotidiens ont paru aujourd'hui avec une page barrée d'un crêpe noir, signe de deuil après les 2 attentats du week-end qui ont fait 18 morts, parmi lesquels 3 journalistes. À Gaza, Yasser Arafat a prêté lundi son serment de président des territoires autonomes, 3 semaines après sa victoire aux premières élections générales palestiniennes. Ceci avec 87,1% des voix. Yasser Arafat prête serment sur le Coran. Et puis à Jérusalem, de sources proches du Parti travailliste, on indique ce soir que la formation de M. Shimon Peres devrait discuter prochainement d'un amendement à son programme électoral. Celui-ci n'écarterait plus la création d'un État palestinien. Alain Juppé a fait une visite officielle de 4 heures ce lundi en Allemagne. Après sa rencontre avec le chancelier Kohl, il a notamment insisté sur la marche irréversible vers la monnaie unique. Nous avons signé un traité, nous l'avons ratifié, nous avons pris des engagements. Ce traité prévoit un calendrier, des critères de convergence. Commencer à se demander ce qui pourrait se passer si on ne tenait pas ce calendrier et si on ne respectait pas ces critères est une très mauvaise solution. La meilleure façon de ne pas réussir quelque chose, c'est de commencer à se demander si on va le réussir. On va réussir. Concernant les accords de Schengen sur la libre circulation des Européens, le Premier ministre français estime que cette convention présente une faille, notamment dans les approches législatives face au trafic de drogue. Strasbourg, le Parlement européen refuse par 266 voix contre 61 et 26 abstentions la levée de l'immunité parlementaire de Bernard Tapie qui était demandée par la justice française. La bourse ce lundi soir à New York, l'indice Dow Jones a progressé de 58,53, passant la barre des 5600 à 5615. À Paris, dans la journée, l'indice avait gagné 0,36%. Le gouvernement allemand et les principaux dirigeants du patronat de ce pays et des syndicats se sont mis d'accord lundi soir pour une suppression de la pré-retraite. Désormais, la sortie de la période active des salariés en Allemagne sera organisée d'abord autour du temps partiel. Justice avec l'ouverture devant la cour d'assises de Paris du procès d'un policier accusé du meurtre d'un Zaïrois de 17 ans dans un commissariat de police. La journée était consacrée à l'étude de la personnalité de l'inspecteur Pascal Compin. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Jacques Gérard. Calme, digne, courageux mais déterminé. Le père de Macomet prend place sur le banc des victimes. Face à lui alors, le box est encore vide. Pascal Compin ne souhaite pas être filmé. Dans la salle d'audience, 2 familles sont côte à côte, elles s'ignorent mais se respectent. Ensemble, elles veulent comprendre. Dehors, des jeunes portent un t-shirt en hommage à Macomet. Comme la famille, ils attendent que la justice se prononce. Je verrai après le verdict s'il y a une parodie, une vraie justice. Pour vous, le débat sur meurtre ou accident n'existe pas? Ah non, c'est un meurtre, délibéré. Pascal Compin tente lui-même alors de comprendre ce qui s'est passé. Le jeune était très agressif.
Cette arme, dit-il, c'était ma force de dissuasion. Je n'ai pas vérifié si elle était chargée. Je ne le visais pas, le coup est parti dans un geste. Cette menace est-elle une habitude, demande le président de la cour d'assises. Non, cela ne se fait pas, c'est complètement aberrant, rétorque Compin. À aucun moment il n'a voulu tuer le jeune Beaumolet, ça c'est une évidence. La grande erreur c'est qu'il a pris son arme et que prenant son arme il a commis une faute très grave. Plus étonnant encore est le portrait de Pascal Compin qui s'est dessiné cet après-midi. Si ses proches le jugent calme, non violent, enjoué et charmeur, c'est du côté de sa hiérarchie que Pascal Compin ne donnait pas entière satisfaction. Il n'a jamais démontré qu'il était un bon policier, écrivent ses supérieurs. Il était une charge dans le commissariat, peu fiable, peu ponctuel. L'accusé reconnaît lui-même que ce travail ne lui plaisait pas et qu'il avait été muté dans ce commissariat contre son gré. Pire, la notation de l'un de ses chefs a changé de direction de façon urgente. C'était en 90, 3 ans avant les faits. Arrestation d'un Basque espagnol et de 7 Français en Bretagne, en région parisienne. Les interpellés sont soupçonnés d'appartenir à l'organisation séparatiste basque ETA. Un mot de football, Michel Denisot, président délégué du Paris Saint-Germain, dédramatise la situation ce soir après une dynamique de groupe qui a réuni ses joueurs et leur entraîneur en région parisienne pour expliquer 2 défaites consécutives du leader. Tout le monde a réaffirmé sa confiance en tout le monde, en tout cas semble-t-il. Louis Carzou en direct avec nous à Paris du Palais des Congrès. C'était il y a quelques instants, vous l'avez vu en direct sur France 2, les victoires de la musique. Alors Louis, cette année, consécration des valeurs sûres, mais percée des groupes rap. Oui, effectivement, Philippe, la soirée a brillé avec la présence d'étoiles plutôt rares sous notre galaxie, telles que Ray Charles ou Tina Turner. Mais le palmarès, lui, n'a pas vraiment brillé par les risques et l'originalité. Il faut noter que, par exemple, parmi les gens qui ont reçu des victoires ce soir, l'un des artistes récompensés en était à sa 7e victoire, 2 autres à leur 4e. Bref, le renouveau est venu plutôt du côté du rap français, 2 fois à l'honneur ce soir. D'abord avec la victoire de la meilleure révélation masculine de l'année avec le groupe Ménélique, et puis avec le groupe Alliance Ethnique avec lequel je me trouve, qui a lui reçu la victoire dans la catégorie révélation groupe de l'année. Alors une question quand même, Kamel, est-ce qu'avec ce genre de récompense officielle, vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu récupéré en douceur par le système? Non, ni en douceur, ni en violence. On n'est pas une seconde, parce que je viens en victoire de la musique comme si j'allais en répète, comme si j'allais en concert, par conséquent en restant intègre. Tu vois ce que je veux dire? Si à partir du moment où tu viens dans une manifestation comme celle-ci et tu fais aucune concession, tu restes toi-même, je vois pas où est la récupération. Tu dis ce que tu as à dire, tu fais ce que tu as à faire, t'as rien changé. Si tu fais des concessions pour faire les victoires de la musique, là il y a peut-être récupération. Et alors depuis quelques années, je te tutoie parce que tu m'as tutoyé. Depuis quelques tu m'as dit années, qu'il fallait qu'on se tutoie. On se rend compte que le rap perce de plus en plus dans les victoires. Est-ce que vous avez envie de voir arriver, je m'adresse à tous les membres du groupe, envie de voir arriver une catégorie meilleur groupe de rap, meilleure chanson rap de l'année? Bah oui, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de jeunes groupes comme nous. Et justement, ça changerait un peu l'ambiance qui est toujours la même. Qu'il y ait un peu plus de groupes de rap, un peu plus de groupes de tous les genres, mais bon, je parle surtout pour le rap. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que en ce qui nous concerne, moi je parle aussi pour moi, c'est bien beau d'avoir un prix, c'est sûr, ça fait plaisir, mais bon, je crois que l'une des choses les plus belles espérances pour un artiste, c'est aussi justement que le soutien de son public, c'est sûrement même la plus importante chose. Mais moi je voudrais ajouter que, ouais, bien sûr, on voudrait voir une catégorie rap français, on voudrait voir catégorie ceci, dans un premier temps, on voudrait voir beaucoup plus de groupes de rap français. Et pour voir beaucoup plus de groupes de rap français dans un premier temps, par étape, il faut que le grand public, les gens du métier s'ouvrent un peu plus. Et je pense qu'on est dans la bonne direction, de victoire en musique, de victoire en victoire. De victoire en victoire, on voit de plus en plus de groupes de rap. Il y a eu Solar, il y a eu IAM, là il y a eu beaucoup de groupes encore. Ménélique. Donc voilà, il en faut encore plus, il en faut plein. Et il faut arrêter que les groupes de rap fassent un peu leur notoriété en parlant des autres un peu. Ok. Eh bien voilà, Philippe, le renouveau est donc du côté du rap. Merci Louis Carzou pour ce renouveau. Et parmi les valeurs sûres, notez Le Forestier, Souchon, Samson et Céline Dion qui ont été récompensés aujourd'hui, notamment. Sortie de secours, l'actualité autrement avec la publication chez Anatolia de Lisbonne, texte signé par Fernando Pessoa. Le grand poète portugais est né, a vécu à Lisbonne. Ce texte est un véritable guide sur la capitale de son pays.
On y retrouve un auteur amoureux de sa ville, une langue riche, souriante, contrairement à d'autres textes de PCA plus douloureux. Ici, l'auteur parle de soleil, de plaisir et pas de doute sur une iconographie contemporaine signée par Annie Assouline. CD, pas tout à fait la même atmosphère, quoique. Voici l'enregistrement du dernier concert d'Astor Piazzolla, c'était en 1990, à Athènes, avec l'Orchestre des Couleurs sous la direction de Manos Hadjidakis. C'était donc Piazzolla qu'on n'a pas beaucoup entendu. Dommage. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, nous avons rendez-vous à minuit. Dans un instant, le cercle de minuit.